Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement parce que quelque part, au fond de toi, tu sais que tu te sabotes. Peut-être que tu le fais consciemment, ou peut-être que tu te mens encore à toi-même. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu es là, et ça, c'est déjà quelque chose. Laisse-moi te raconter ma propre histoire. Pendant des années, j'ai ignoré tout ce que les stoïciens avaient à dire. J'ai préféré la souffrance familière au changement inconnu. J'ai choisi le confort de mes névroses plutôt que l'inconfort de la croissance. Et tu sais quoi? J'étais misérable. Pas le genre de misère dramatique dont on parle dans les films. Non, la misère silencieuse, celle qui ronge de l'intérieur, celle qui te fait sourire en public pendant que tu meurs à petit feu en privé. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne où la sagesse millénaire rencontre ta réalité quotidienne. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment rester coincé dans la misère. Je vais te révéler toutes les leçons stoïciennes que j'ai ignorées, celles qui auraient pu me sauver des années de souffrance inutile. Mais attention, ce n'est pas un de ces discours motivationnels qui te font te sentir bien pendant 10 minutes. C'est un miroir brutal de tout ce que tu fais pour saboter ton propre bonheur. Si tu veux continuer à être malheureux, cette vidéo est parfaite. Si tu veux changer, elle l'est encore plus. Abonne-toi et active la cloche, parce que nous sommes déjà des milliers à avoir assez d'être nos propres ennemis. Rejoins-nous. Voici la première leçon stoïcienne que j'ai ignorée pendant des années. Tout ce qui arrive est neutre. Les événements n'ont pas de valeur intrinsèque. C'est ton jugement qui crée ta souffrance. Marc Aurèle l'a dit il y a 2000 ans, et moi, comme un idiot, j'ai préféré croire que le monde était contre moi. Ton patron te critique? Événement neutre. Ton partenaire te quitte? Événement neutre. Tu perds ton emploi? Événement neutre. Je sais ce que tu penses. Tu te dis que je suis fou, que ces choses sont objectivement mauvaises. Mais c'est exactement ce piège mental qui te maintient prisonnier. Les stoïciens comprenaient quelque chose de fondamental. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles toujours ton interprétation. Chaque fois que tu réagis automatiquement, tu abandonnes ton pouvoir. Tu deviens un jouet du destin, une marionnette dont les fils sont tirés par les circonstances externes. Pendant des années, j'ai fait l'inverse. J'ai cultivé ma victimisation. Chaque événement était une preuve supplémentaire que le monde était injuste, que j'étais malchanceux, que la vie m'en voulait personnellement. C'était confortable, tu vois. Parce que si rien n'était de ma faute, je n'avais rien à changer. Ton cerveau adore cette histoire. Il te récompense avec un sentiment de supériorité morale. Tu es la victime courageuse dans un monde cruel. Pendant ce temps, ta vie stagne. Les mêmes schémas se répètent. Les mêmes problèmes reviennent sous des formes différentes. Mais tu es tellement occupé à blâmer l'univers que tu ne vois pas ton propre rôle dans ta misère. Épictète a passé sa vie d'esclave à comprendre cette vérité simple. Tu es libre dans tes jugements. Même dans les chaînes physiques, il était mentalement libre. Toi, avec toute ta liberté moderne, tu te mets des chaînes mentales tous les jours. Tu transformes chaque contrariété en catastrophe. Tu colories chaque événement neutre avec tes peurs, tes attentes, tes blessures passées. La météo ne te rend pas triste. Ta pensée sur la météo te rend triste. Ton collega en eten met pas en colère. Ton interpretation de son comportementen met en colère. Cette distinction semble subtile, mais elle change absolument tout. Parce que si c'est ton interprétation qui crée ta souffrance, alors tu peux changer ton interprétation. Mais voilà le truc. Tu ne veux pas vraiment changer ton interprétation. Tu aimes trop tes histoires. Cette histoire où tu es incompris, où les gens sont méchants, où la vie est difficile. Ces histoires te définissent. Si tu les abandonnes, qui seras-tu? J'ai vécu pendant des années dans cette prison mentale. Chaque matin, je me réveillais et je cherchais immédiatement des preuves que la journée allait être difficile. Et devine quoi? Je les trouvais toujours. Pas parce que la journée était objectivement difficile, mais parce que mon cerveau était programmé pour chercher le négatif. Les stoïciens appellent ça les impressions initiales. Un événement se produit, et immédiatement, avant même que tu en sois conscient, ton cerveau génère une impression. Cette première réaction est automatique. Mais voici le pouvoir que tu possèdes. Tu peux choisir de ne pas donner ton consentement à cette impression. Quelqu'un te coupe la route. Impression initiale, colère. Mais entre cette impression et ta réaction, il y a un espace. Dans cet espace réside ta liberté. Tu peux choisir de ne pas alimenter cette colère. Tu peux reconnaître l'impression sans lui obéir. Pendant des années, j'ai cru que ne pas réagir à mes émotions signifiait les supprimer. Grosse erreur. Les stoïciens ne parlent pas de suppression. Ils parlent de reconnaissance sans attachement. Tu peux noter que tu es en colère sans devenir ta colère.
C'est la différence entre « je ressens de la colère » et « je suis en colère ». Cette nuance a tout changé pour moi. Quand j'ai compris que mes émotions étaient des signaux, pas des commandements, j'ai commencé à reprendre le contrôle. La colère n'était plus mon maître. Elle était juste une information. Quelque chose dans cette situation active mon système de menace. Mais avant cette compréhension, j'étais esclave de chaque émotion. La tristesse me definissait. L'anxiété dirigeait mes décisions. La peur choisissait mon avenir. Et pendant tout ce temps, je croyais être authentique, être fidèle à moi-même. En réalité, j'étais juste un esclave bien dressé de mes réactions automatiques. Deuxième leçon stoïcienne que j'ai ignorée. Concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi. Tout le reste, lâche prise. Épictète a divisé le monde en deux catégories simples. Ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les choses qui dépendent de nous, nos jugements, nos intentions, nos désirs, nos aversions. Tout le reste est hors de notre contrôle. Ton apparence physique, partiellement sous ton contrôle. Tu peux t'entraîner, manger sainement, mais ta génétique est fixée. L'opinion des autres, zéro contrôle. Leur réaction à tes actions, zéro contrôle. La météo, l'économie, la politique, la mort, zéro contrôle. Mais moi, comme toi probablement, j'ai passé des années à me battre contre ce qui ne dépendait pas de moi. J'ai essayé de contrôler comment les gens me percevaient. J'ai stressé pour des résultats qui dépendaient de facteurs externes. J'ai perdu mon sommeil à m'inquiéter de choses qui étaient complètement hors de mon contrôle. Le résultat, une anxiété constante, un sentiment d'impuissance chronique, une frustration permanente. Parce que quand tu essaies de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu échoues toujours. Et chaque échec renforce ton sentiment d'incompétence. Tu veux une carrière réussie? Tu ne contrôles pas le succès. Tu contrôles seulement ton effort, ta préparation, ton professionnalisme. Tu veux que quelqu'un t'aime? Tu ne contrôles pas l'amour. Tu contrôles seulement comment tu te montres, comment tu traites cette personne, ta propre authenticité. Cette distinction change absolument tout. Parce que quand tu te concentres uniquement sur ce qui dépend de toi, deux choses se passent. Premièrement, ton anxiété diminue drastiquement. Tu arrêtes de stresser pour des choses que tu ne peux pas changer. Deuxièmement, ton efficacité augmente. Toute ton énergie va vers ce que tu peux vraiment influencer. Mais pendant des années, j'ai fait l'inverse. J'obsédais sur les résultats. Je voulais garantir le succès avant même de commencer. Je voulais savoir que mes efforts seraient récompensés. Cette mentalité m'a paralysé. Parce que sans garantie, je ne faisais rien. Les stoïciens comprenaient que l'attachement au résultat est la source de toute souffrance. Tu ne contrôles pas si ton projet réussit. Tu contrôles seulement la qualité de ton travail. Tu ne contrôles pas si quelqu'un t'embauche. Tu contrôles seulement ta préparation pour l'entretien. Quand tu acceptes vraiment cette vérité, quelque chose de magique se produit. Tu deviens libre de faire de ton mieux sans être écrasé par la peur de l'échec. Parce que l'échec externe n'est plus ton ennemi. Le seul vrai échec devient de ne pas faire de ton mieux avec ce qui dépend de toi. J'ai découvert ça de la manière la plus dure. Après des années à essayer de contrôler l'incontrôlable, j'ai fini épuisé. Mon système nerveux était constamment en alerte. Mon sommeil était détruit. Ma santé mentale se détériorait. Et pourquoi? Pour avoir l'illusion du contrôle. Le jour où j'ai vraiment compris cette leçon, j'ai senti un poids énorme se soulever. Je me suis concentré uniquement sur mes actions, mes choix, mes pensées. Tout le reste, je l'ai lâché. Pas avec résignation, mais avec acceptation active. C'est la nuance que beaucoup manquent. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Ça signifie accepter la réalité tout en donnant le meilleur de toi-même. Tu prépares ton entretien comme si ta vie en dépendait. Puis tu lâches le résultat parce qu'il ne dépend pas de toi. Tu fais ta présentation avec tout ton cœur. Puis tu acceptes la réaction du public parce qu'elle est hors de ton contrôle. Cette approche semble simple, mais elle demande une discipline mentale constante. Parce que ton cerveau voudra toujours revenir à ses vieilles habitudes. Il voudra s'inquiéter du futur, contrôler les autres, garantir les résultats. À chaque fois, tu dois gentiment ramener ton attention sur ce qui dépend réellement de toi. Troisième leçon que j'ai ignorée. Pratique l'amor fati, l'amour du destin. Les stoïciens ne se contentaient pas d'accepter ce qui leur arrivait. Ils l'aimaient. Nietzsche, bien plus tard, a popularisé ce concept stoïcien. Aime ton destin, ne cherche pas à vivre autrement. Ça semble fou, non? Aimer les mauvaises choses qui t'arrivent? Aimer la maladie, la perte, l'échec? Mais c'est exactement ce que les stoïciens pratiquaient. Pas par masochisme, mais par compréhension profonde.
Tout ce qui t'arrive fait partie de l'univers. L'univers n'est pas contre toi. Il est neutre. Les événements s'enchaînent selon des lois naturelles. Ta jambe cassée n'est pas une punition cosmique. C'est juste la physique. La gravité a fait son travail. Ton corps a réagi. C'est tout. Mais moi, pendant des années, j'ai résisté à chaque difficulté. Je me suis battu contre la réalité. À chaque obstacle, je disais « ça ne devrait pas arriver ». Ce n'est pas juste. Pourquoi moi? Cette résistance créait une double souffrance. D'abord la souffrance de l'événement lui-même. Ensuite la souffrance de ma résistance à l'événement. Les stoïciens comprenaient que la résistance à la réalité est inutile. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Ton « non » mental ne change rien. Il ajoute juste de la souffrance à la souffrance. C'est comme se débattre dans des sables mouvants. Plus tu résistes, plus tu t'enfonces. La mort fati va plus loin que l'acceptation. C'est l'amour actif de tout ce qui arrive. Pas parce que c'est agréable, mais parce que c'est réel. Parce que ça fait partie de ta vie. Parce que même les difficultés te sculptent, te transforment, te révèlent. Marc Aurèle écrivait que tout obstacle devient du matériau pour ton travail. Le feu transforme tout ce qu'on y jette en lumière et en chaleur. De la même manière, tu peux transformer chaque difficulté en croissance. Mais seulement si tu acceptes cette difficulté comme matière première. J'ai résisté à cette idée pendant longtemps. Ça me semblait être de la faiblesse. Je pensais que accepter signifiait se résigner, abandonner le combat. Mais c'est l'inverse. La vraie force, c'est d'accepter la réalité telle qu'elle est, puis d'agir en conséquence. Quand ton partenaire te quitte, tu as deux options. Option 1, résister, te battre contre la réalité, rester coincé dans le « ça ne devrait pas arriver ». Option 2, accepter que c'est arrivé, ressentir la douleur pleinement, puis utiliser cette expérience pour grandir. L'option 2 fait beaucoup moins mal à long terme. La résistance prolonge la souffrance. L'acceptation te permet de traverser la souffrance et d'en sortir transformé. J'ai perdu des années de ma vie dans la résistance. Des années à me plaindre, à blâmer, à souhaiter que les choses soient différentes. Pendant tout ce temps, je ne guérissais pas. Je tournais en rond dans ma douleur. Le jour où j'ai commencé à pratiquer la mort fati, quelque chose a changé. Pas immédiatement. Ce n'était pas magique. Mais progressivement, j'ai commencé à voir mes difficultés différemment. Non plus comme des punitions, mais comme des opportunités déguisées. Cette maladie qui m'a forcé à ralentir, elle m'a appris à écouter mon corps. Cette relation qui s'est terminée, elle m'a montré mes patterns toxiques. Cet échec professionnel, il m'a poussé vers un chemin plus authentique. Aucune de ces choses n'était agréable. Mais toutes ont contribué à qui je suis devenu. Les stoïciens ne te demandent pas de prétendre que la douleur n'existe pas. Ils te demandent d'accepter que la douleur fait partie de la vie. Et une fois acceptée, cette douleur peut être transformée en sagesse, en force, en compassion. Voici le paradoxe. Quand tu arrêtes de résister à ta vie telle qu'elle est, tu deviens capable de la changer. Parce que l'acceptation te donne une base stable d'où agir. La résistance te maintient dans le chaos mental. L'acceptation te donne la clarté. Quatrième leçon que j'ai ignorée, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Les stoïciens méditaient quotidiennement sur leur mort. Pas par morbidité, mais pour gagner en perspective. La mort est la seule certitude absolue. Tout le reste est incertain. Pendant des années, j'ai évité cette pensée. Je vivais comme si j'étais immortel. Je remettais les choses importantes à demain. Je perdais du temps dans des querelles insignifiantes. Je m'inquiétais de l'opinion de gens que je ne reverrais jamais. Tout ça parce que j'évitais la vérité fondamentale. Je vais mourir. Cette vérité que tu évites, c'est exactement ce qui pourrait te libérer. Quand tu te souviens vraiment que ta vie est limitée, tes priorités changent instantanément. Cette dispute avec ton partenaire, insignifiante face à la mort. Ce projet que tu remets à plus tard, urgent quand tu réalises que le temps file. Marc Aurèle se demandait chaque soir s'il avait bien vécu sa journée, sachant qu'elle pourrait être sa dernière. Imagine vivre chaque jour avec cette conscience. Pas dans la peur, mais dans l'appréciation profonde. Chaque moment devient précieux. Chaque interaction compte. Mais ton cerveau déteste cette pensée. Il préfère l'illusion du temps infini. Parce que si tu as tout le temps du monde, tu peux procrastiner éternellement. Tu peux rester dans des situations toxiques encore un peu. Tu peux différer tes rêves jusqu'à ce que le timing soit parfait. La mort donne de la valeur à la vie. Sans limite de temps, rien n'aurait d'importance. C'est justement parce que ton temps est compté que chaque choix compte.
Chaque journée gaspillée est une journée que tu ne récupéreras jamais. Pas pour te culpabiliser, mais pour te réveiller. J'ai eu ma première vraie confrontation avec cette vérité quand quelqu'un proche de moi est mort soudainement. Pas dans la vieillesse, dans la force de l'âge. Un jour là, le lendemain disparu. Ça m'a secoué profondément. Toutes mes excuses sont devenues transparentes. Tout mon report à demain est devenu ridicule. Pendant des semaines après, j'ai vécu différemment. J'ai dit aux gens que je les aimais. J'ai pris des risques que j'évitais. J'ai arrêté de perdre du temps dans des activités vides de sens. Puis, progressivement, la routine est revenue. L'illusion d'immortalité s'est réinstallée. J'ai recommencé à vivre comme si j'avais tout le temps du monde. C'est ça le piège. Tu as besoin de te rappeler constamment ta mortalité. Pas pour être déprimé, mais pour rester éveillé. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils pratiquaient le memento mori quotidiennement. Une méditation simple, je pourrais mourir aujourd'hui. Comment veux-je vivre cette journée? Cette question transforme tout. Soudain, cette réunion ennuyeuse n'est plus une corvée, mais une opportunité d'être présent. Cette conversation difficile n'est plus quelque chose à éviter, mais quelque chose à embrasser pendant que tu en as encore la chance. Cette journée ordinaire devient extraordinaire simplement parce que tu es vivant pour la vivre. Ton ego déteste le memento mori. Parce que face à la mort, tous tes petits drames semblent ridicules. Cette insulte perçue, Insignificant. cette compétition pour le statut, sans sens. Cette accumulation de possessions, tu ne les emporteras pas. Les stoïciens utilisaient la mort comme un filtre. Ils se demandaient, est-ce que je voudrais passer mon dernier jour à faire ça? Est-ce que je voudrais que mes derniers mots soient cela? Est-ce que je voudrais que ma dernière pensée soit cette inquiétude? 9 fois sur 10, la réponse est non. Et si tu ne voudrais pas le faire à ton dernier jour, pourquoi le fais-tu maintenant? Parce que tu as l'illusion que tu as tout le temps. Mais cette illusion te vole ta vie. Pendant que tu attends le bon moment, le temps passe. Pendant que tu évites la difficulté, les opportunités disparaissent. J'ai commencé à pratiquer un exercice stoïcien simple. Chaque soir, avant de dormir, je me demande, et si je ne me réveille pas demain? Suis-je en paix avec comment j'ai vécu aujourd'hui? Au début, la réponse était souvent non. J'avais été irritable, j'avais procrastiné, j'avais évité ce qui comptait vraiment. Mais cette question a commencé à changer mes journées. Parce que quand tu sais que tu devras te la poser le soir, tu vis différemment. Tu es plus intentionnel. Tu dis les choses importantes. Tu fais ce qui compte. Tu ne perds pas ton temps précieux dans la médiocrité. La mort n'est pas ton ennemi. L'évitement de la mort l'est. Quand tu regardes la mort en face, tu commences enfin à vivre vraiment. C'est le paradoxe ultime. Pour vivre pleinement, tu dois accepter totalement que tu vas mourir. 5e leçon stoïcienne ignorée, pratique la préméditation des mots. Les stoïciens passaient du temps à imaginer les pires scénarios. Pas pour être pessimiste, mais pour se préparer mentalement. Sénèque recommandait de visualiser régulièrement la perte de tout ce que tu aimes. Ça semble masochiste, non? Pourquoi imaginer volontairement des choses terribles? Parce que ton cerveau fait déjà ça de manière chaotique. Il génère constamment des scénarios catastrophes. Mais il le fait de manière anxieuse et improductive. La préméditation stoïcienne est différente. Elle est contrôlée, calme et mène à l'action. Pendant des années, j'ai évité d'imaginer les pires scénarios. Je pensais que c'était de la pensée négative. Je voulais rester positif. Résultat, quand les vraies difficultés arrivaient, j'étais complètement non préparé. Japaniwais. Je m'effondrais, parce que je n'avais jamais envisagé ces possibilités. Les stoïciens comprenaient que la vie va te frapper. C'est garanti. La question n'est pas si, mais quand. Alors pourquoi ne pas te préparer mentalement? Quand tu as déjà imaginé perdre ton emploi, tu as un plan. Quand tu as visualisé la fin d'une relation, tu sais que tu survivrais. Quand tu as médité sur la maladie, tu es plus fort face à elle. Cette pratique a 2 effets puissants. Premièrement, elle réduit l'anxiété, parce que ton cerveau anxieux a besoin de contrôle. En imaginant consciemment les scénarios, tu lui donnes un sentiment de préparation. Deuxièmement, elle augmente ton appréciation. Quand tu réalises que tu pourrais perdre quelqu'un, tu l'apprécies plus pendant qu'il est là. J'ai commencé à pratiquer ça systématiquement. Chaque matin, je passais quelques minutes à imaginer perdre ce qui m'était cher. Ma santé, mes proches, mon travail. Au début, c'était perturbant. Mais progressivement, ça a transformé ma relation à la vie. Je ne tenais plus rien pour acquis. Chaque journée sans maladie grave était un cadeau. Chaque conversation avec mes proches était précieuse.
parce que j'avais imaginé leur absence. Cette pratique ne me rendait pas triste. Elle me rendait reconnaissant. Profundament, visceralment reconnaissant. Et quand les vraies difficultés sont arrivées, j'étais prêt. Pas parfaitement, mais suffisamment. J'avais déjà traversé ces scénarios mentalement. Mon cerveau les reconnaissait. Donc au lieu de paniquer, j'ai pu répondre. Action au lieu de réaction. Plan au lieu de chaos. Ton cerveau préfère les surprises agréables et déteste les surprises désagréables. La préméditation élimine les surprises désagréables. Tu les as déjà vues venir. Donc quand elles arrivent, elles ne te détruisent pas. Tu as déjà un framework mental pour les gérer. 6e leçon ignorée. Vois-toi comme un citoyen du monde, pas d'un lieu. Les stoïciens étaient cosmopolites avant que ce soit cool. Ils se considéraient comme membres de l'humanité entière, pas seulement de leur cité. Ceci n'est pas du sentimentalisme. C'est de la logique pure. Toutes tes divisions sont artificielles. Ton pays, ta région, ta ville, ton quartier. Ces frontières existent seulement dans ton esprit. Un stoïcien regarde un étranger et voit un cousin cosmique. Parce que nous partageons tous la raison, la capacité de comprendre, la vulnérabilité humaine. Pendant des années, j'ai divisé le monde en nous et eux. Ma culture, leur culture. Mon groupe, leur groupe. Ma tribu, leur tribu. Ces divisions me donnaient un sentiment d'appartenance. Mais elles créaient aussi de la séparation, du jugement, de la fermeture. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde romain, écrivait qu'il était un simple citoyen du cosmos. Imagine ça. L'empereur lui-même refusait de s'élever au-dessus de quiconque. Pour lui, un esclave et un empereur partageaient la même humanité fondamentale. Cette perspective change tout. Ton collègue irritant, c'est un humain qui lutte avec ses propres problèmes. Cet étranger, c'est quelqu'un qui aime, qui souffre, qui espère comme toi. Cette personne d'un autre pays, elle veut fondamentalement les mêmes choses que toi. Sécurité, amour, signification. Ton ego déteste cette vision. Il préfère la hiérarchie. Il aime se sentir supérieur à certains, inférieur à d'autres. Il aime les divisions qui lui donnent une identité simple. Mais ces divisions sont des prisons mentales. Elles limitent ta compassion, ton ouverture, ta croissance. J'ai commencé à pratiquer ça en voyant l'humanité commune dans chaque personne. Le serveur stressé, il a une vie compliquée dont je ne sais rien. Le mendiant, il a une histoire qui l'a mené là. Le PDG arrogant, il souffre peut-être plus qu'il ne le montre. Cette pratique a radicalement changé mes relations. J'ai arrêté de juger si vite. J'ai commencé à poser des questions au lieu de faire des suppositions. J'ai découvert des univers entiers dans des gens que j'aurais ignorés avant. Les stoïciens savaient que la division crée la souffrance. Quand tu vois quelqu'un comme fondamentalement différent, tu ne peux pas t'identifier à lui. Tu ne peux pas ressentir de compassion réelle. Mais quand tu vois l'humanité commune, même ton ennemi devient quelqu'un qui mérite compréhension. 7e leçon que j'ai ignorée, pratique la simplicité volontaire. Les stoïciens vivaient simplement, pas par ascétisme forcé, mais par choix éclairé. Sénèque, un des hommes les plus riches de Rome, pratiquait régulièrement des journées de pauvreté volontaire pour se rappeler qu'il pouvait vivre avec moins. Pendant des années, j'ai accumulé objets, expériences, relations superficielles, engagement. Je pensais que plus signifiait mieux. Plus de choses, plus de bonheur. Plus d'options, plus de liberté. C'était complètement faux. Plus d'objets signifie plus de choses à maintenir, à nettoyer, à organiser. Plus d'options signifie plus de décisions, plus d'anxiété du choix, plus de regrets. Plus d'engagement signifie moins de profondeur, moins de présence, moins de vraie connexion. Les stoïciens comprenaient que le luxe crée la dépendance. Plus tu t'habitues au confort, plus tu en as besoin. Ta zone de résilience rétrécit. Tu deviens fragile, incapable de gérer le moindre inconfort. Un vol retardé devient une catastrophe. Un café pas parfait ruine ta journée. J'ai commencé à pratiquer la simplicité volontaire de manière progressive. J'ai éliminé la moitié de mes possessions. Au début, c'était difficile. Chaque objet avait une histoire, une justification. Mais après, quelle liberté! Mon espace physique s'est dégagé. Mon espace mental aussi. Ensuite, j'ai simplifié mes engagements. J'ai dit non à 80% des invitations. Non par snobisme, mais par respect pour mon temps et mon énergie. Résultat, les 20% restants sont devenus profonds, significatifs, nourrissants. Les stoïciens jeûnaient régulièrement, dormaient sur des surfaces dures, s'exposaient au froid. Pas pour souffrir,
mais pour maintenir leur résilience. Ils voulaient s'assurer qu'ils pouvaient être heureux même sans leurs conforts habituels. J'ai adopté des versions modernes de ces pratiques. Douche froide le matin. June's intermittence. Période sans technologie. Nuits occasionnelles sur le sol. Au début, c'était inconfortable. Mais progressivement, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Je n'ai pas besoin d'autant que je pensais. Cette réalisation est libératrice. Parce que quand tu sais que tu peux être heureux avec peu, tu deviens incassable. Les circonstances externes perdent leur pouvoir sur toi. Tu n'es plus esclave de tes besoins artificiels. Ton bonheur actuel dépend probablement de beaucoup de facteurs externes. Ton café parfait, ta série préférée, ton confort habituel. Chacune de ces dépendances est une vulnérabilité. Si tu ne peux être heureux que dans des conditions spécifiques, tu es fragile. La simplicité stoïcienne te rend antifragile. Tu peux être bien dans presque toutes les circonstances. Pas par suppression de tes désirs, mais par libération de tes attachements rigides. Tu apprécies le confort quand il est là, mais tu n'en as pas besoin pour être bien. 8e leçon ignorée, pratique l'honnêteté radicale avec toi-même. Les stoïciens insistaient sur l'auto-examen constant. Marc Aurèle écrivait ses méditations non pour publication, mais comme dialogue brutal avec lui-même. Il se confrontait à ses propres défauts sans pitié, mais sans cruauté. Pendant des années, je me suis menti. Je me racontais des histoires pour protéger mon ego. Je justifiais mes comportements toxiques. Je minimisais mes erreurs. Je m'attribuais le mérite des succès et blâmais les circonstances pour les échecs. C'était confortable, mais c'était aussi un frein total à ma croissance. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Si tu te mens sur tes motivations réelles, tu resteras coincé dans les mêmes patterns. Si tu évites de regarder tes parts d'ombre, elles continueront à te contrôler depuis l'inconscient. Les stoïciens recommandaient un examen quotidien. Le soir, tu révises ta journée. Quelles erreurs as-tu faites? Où as-tu réagi par émotion plutôt que par raison? Où as-tu été lâche? Où as-tu manqué d'intégrité? Ces questions ne sont pas pour te flageller, mais pour apprendre. J'ai commencé à tenir un journal stoïcien. Chaque soir, j'écris 3 choses. Ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, comment je peux faire mieux demain. Au début, c'était difficile d'admettre mes erreurs. Mon ego résistait. Il voulait préserver l'illusion de ma perfection. Mais progressivement, cette pratique a transformé ma relation avec mes défauts. Je les ai vus comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des preuves de mon indignité. Chaque erreur identifiée est une leçon. Chaque pattern remarqué est une chance de changer. L'honnêteté radicale ne signifie pas s'auto-flageller. C'est l'inverse de la critique interne toxique. La critique toxique te dit « tu es nul ». L'honnêteté stoïcienne dit « tu as agi comme un con dans cette situation. Comprends pourquoi. Fais mieux la prochaine fois ». La différence est cruciale. La première te paralyse. La seconde te libère. Quand tu peux regarder tes défauts sans que ton identité entière s'effondre, tu peux commencer à les changer. Mais si chaque erreur menace ton sens de toi-même, tu passeras ta vie à éviter l'auto-examen. Ton cerveau préfère les histoires simples. Je suis une bonne personne ou je suis une mauvaise personne. Les stoïciens refusent ces simplifications. Tu es une personne complexe qui fait parfois des choses sages et parfois des choses stupides. Accepte la complexité. Arrête de te défendre devant toi-même. Sois le juge impartial de tes propres actions. 9e leçon ignorée. Comprends que la vertu est le seul vrai bien. Les stoïciens étaient radicaux sur ce point. Tout ce que tu poursuis, richesse, santé, réputation, ce ne sont pas des biens en soi. Ce sont des préférables indifférents. C'est mieux de les avoir que de ne pas les avoir, mais ils ne rendent pas une vie bonne en soi. La seule chose qui rend une vie vraiment bonne, c'est la vertu. Sagesse, courage, justice, temperance. Ces qualités de caractère sont le seul vrai trésor. Pourquoi? Parce qu'elles ne peuvent pas être enlevées. Tu peux perdre ta richesse, ta santé, ta réputation, mais personne ne peut te voler ton intégrité sauf toi-même. Pendant des années, j'ai cherché le bonheur dans les mauvais endroits. Je pensais qu'un meilleur emploi me rendrait heureux, qu'une relation parfaite comblerait mon vide, qu'un certain montant d'argent résoudrait mes problèmes. Chaque fois que j'atteignais ces objectifs, le bonheur durait quelques semaines, puis l'insatisfaction revenait. C'est parce que je cherchais à l'extérieur ce qui ne peut venir que de l'intérieur. Le bonheur durable vient de qui tu es, pas de ce que tu as. Quand ton estime de toi dépend de facteurs externes, elle est constamment menacée. Mais quand elle dépend de ton caractère, elle est stable. Les stoïciens ne méprisaient pas l'argent ou le succès.
Il reconnaissait juste que ces choses ne sont pas essentielles au bonheur. Un homme pauvre mais vertueux est plus heureux qu'un riche corrompu. Pas parce que la pauvreté est bonne, mais parce que la vertu procure une satisfaction que la richesse ne peut pas acheter. J'ai commencé à orienter mes objectifs vers le caractère plutôt que vers les réalisations externes. Au lieu de « je veux gagner X », je veux développer plus de discipline. Au lieu de « je veux être admiré », je veux agir avec plus d'intégrité. Au lieu de « je veux éviter l'inconfort », je veux développer plus de courage. Ce changement a tout transformé, parce que les objectifs de caractère sont totalement sous mon contrôle. Je peux toujours progresser en sagesse, en courage, en justice. Ces progrès sont satisfaisants d'une manière que les succès externes ne le sont jamais. Parce qu'ils changent qui je suis fondamentalement. Ton bonheur dépend probablement trop de l'externe. De ce que les gens pensent, de ton compte en banque, de ton apparence physique. Ces choses fluctuent. Donc ton bonheur fluctue. Tu es sur des montagnes russes émotionnelles. Les stoïciens offrent une alternative. Ancre ton bonheur dans ce qui ne peut pas te être enlevé, ton caractère. 10e leçon que j'ai ignorée, vis en accord avec la nature. Pour les stoïciens, ça ne signifie pas vivre dans une cabane dans les bois. Ça signifie accepter ta nature d'être rationnel social et vivre selon cette nature. Tu es conçu pour utiliser ta raison, pour être social, pour contribuer à ta communauté. Pendant des années, j'ai vécu contre ma nature. J'ai utilisé l'alcool et d'autres substances pour échapper à mes pensées au lieu de les examiner. J'ai isolé moi-même au lieu de cultiver des relations authentiques. J'ai poursuivi des objectifs qui ne correspondaient pas à mes valeurs réelles. Vivre contre nature crée une friction interne constante. C'est comme nager à contre-courant. Tu t'épuises pour avancer lentement. Vivre en accord avec la nature, c'est nager avec le courant. Ça ne signifie pas que c'est facile, mais l'effort est aligné, pas contradictoire. Qu'est-ce que ta nature? Tu es un être rationnel. Donc utilise ta raison. Examine tes pensées. Questionne tes croyances. Ne laisse pas l'émotion dominer toujours. Tu es un être social. Donc cultive des relations authentiques. Contribue à ta communauté. Ne t'isole pas dans l'ego. Tu es un être mortel. Donc vis avec urgence et gratitude. J'ai commencé à aligner ma vie sur ces principes fondamentaux. J'utilise ma raison pour examiner mes réactions émotionnelles au lieu de les suivre aveuglément. Je priorise les connexions authentiques sur l'accumulation de contacts superficiels. Je vis chaque jour comme s'il comptait parce que je me souviens qu'il compte vraiment. Cet alignement a apporté une paix que je ne connaissais pas avant. Pas l'absence de difficultés, mais l'absence de conflits internes. Mes actions correspondent à mes valeurs. Mon comportement extérieur reflète mes principes internes. Il n'y a plus cette dissonance épuisante entre qui je prétends être et qui je suis vraiment. 11e leçon ignorée. Traite chaque personne comme si tu ne la reverrais jamais. Marc Aurèle recommandait de regarder chaque personne comme si c'était la dernière fois. Pas pour être mélodramatique, mais pour être pleinement présent. Parce que statistiquement, pour beaucoup de gens que tu croises, c'est vraiment la dernière fois. Pendant des années, j'ai pris les gens pour acquis. Je supposais qu'il y aurait toujours une prochaine fois. Une prochaine conversation. Une prochaine opportunité de dire ce que je ressentais vraiment. Puis des gens sont partis, morts ou simplement sortis de ma vie, et ces conversations n'ont jamais eu lieu. Maintenant, je regarde chaque interaction différemment. Cette conversation avec mes parents, ça pourrait être la dernière. Cette discussion avec un ami, peut-être notre dernier échange significatif. Cette rencontre avec un étranger, une connexion unique qui ne se reproduira jamais. Cette perspective change tout. Tu arrêtes de garder des scores. Tu pardonnes plus facilement. Tu dis « je t'aime » plus souvent. Tu écoutes vraiment au lieu de planifier ta prochaine réponse. Tu es présent au lieu d'être perdu dans tes pensées. Les stoïciens savaient que le temps érode les connexions. Les gens changent. Les circonstances évoluent. Les relations se terminent. Pas toujours par choix, souvent par simple dérive. Donc chaque moment avec quelqu'un est précieux et unique. Tu ne peux jamais revivre exactement ce moment. J'ai commencé à pratiquer ça consciemment. Avant chaque rencontre importante, je me rappelle, c'est peut-être la dernière fois. Pas pour être sombre, mais pour être éveillé. Cette simple pensée transforme mes interactions. Je suis plus attentif, plus authentique, plus généreux avec mon temps et mon attention. Ton problème, comme le mien, c'est probablement que tu vis sur pilote automatique. Tu réponds par habitude. Tu ne vraiment vois pas les gens. Tu attends que la conversation se termine pour pouvoir retourner à tes préoccupations. Pendant ce temps,
Des opportunités de connexion réelle passent. 12e leçon ignorée. Accepte que tu ne seras jamais compris totalement. Tu és unique. Ton expérience intérieure est inaccessible aux autres. Ils peuvent imaginer, sympathiser, mais jamais vraiment comprendre. De même, tu ne peux jamais vraiment comprendre leur expérience intérieure. Pendant des années, j'ai lutté avec ce sentiment d'être incompris. Je voulais que quelqu'un voie vraiment qui j'étais. Cette quête m'a rendu frustré, déçu par les gens qui ne pouvaient pas lire mes pensées ou comprendre mes nuances. Les stoïciens acceptaient cette solitude fondamentale. Tu es seul dans ton crâne. Personne ne verra jamais exactement ce que tu vois. Personne ne ressentira exactement ce que tu ressens. Cette réalité n'est pas tragique, elle est juste vraie. Accepter ça a libéré mes relations. J'ai arrêté d'attendre une compréhension totale. J'ai apprécié les moments de connexion partielle sans être déçu qu'ils ne soient pas parfaits. J'ai pris la responsabilité de communiquer clairement au lieu d'attendre que les gens devinent. En même temps, j'ai arrêté de prétendre comprendre les autres totalement. Leur comportement qui me semblait irrationnel, il avait du sens dans leur contexte interne que je ne peux pas complètement connaître. Cette humilité a rendu mes jugements moins rapides, ma compassion plus profonde. 13e leçon que j'ai ignorée. Le présent est tout ce que tu possèdes. Marc Aurèle insistait. Tu ne possèdes ni le passé ni le futur. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. La seule réalité est le moment présent. C'est le seul moment où tu peux agir, le seul moment que tu vis vraiment. Pendant des années, j'ai vécu partout sauf dans le présent. Je ressassais le passé, ses erreurs, ses regrets. Je m'inquiétais du futur, ses dangers potentiels, ses incertitudes. Pendant ce temps, le présent passait inaperçu. Je mangeais sans goûter. Je marchais sans voir. Je parlais sans vraiment écouter. Les stoïciens ne niaient pas l'importance de planifier pour le futur ou d'apprendre du passé. Mais ils insistaient. Ces activités se font dans le présent. Tu réfléchis au passé maintenant. Tu planifies le futur maintenant. Le seul moment où tu peux vraiment agir, c'est maintenant. J'ai commencé des pratiques simples de présence. Quand je mange, je mange. Quand je marche, je marche. Quand je parle avec quelqu'un, j'écoute vraiment. Au début, mon esprit résistait constamment. Il voulait retourner à ses ruminations habituelles. Mais progressivement, des moments de présence réelle ont commencé à émerger. Ces moments sont révélateurs. Dans la présence pure, il n'y a pas d'anxiété. L'anxiété vit dans le futur. Il n'y a pas de regret. Le regret vit dans le passé. Il y a juste ce qui est, ici et maintenant. Et ce qui est, généralement, c'est gérable. Ton anxiété chronique vient du fait que tu vis rarement dans le présent. Tu es toujours quelques heures, jours ou années en avance, inquiet de ce qui pourrait arriver. Ou tu es coincé dans le passé, rejouant ce qui s'est passé. Pendant tout ce temps, le présent, où la vie se déroule réellement, est ignoré. 14e leçon ignorée. Comprends que les obstacles révèlent le caractère. Marc Aurèle a écrit une de mes citations préférées. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Les difficultés ne sont pas des interruptions de ta vie. Elles sont ta vie. Elles sont les opportunités de pratiquer ce que tu prêches. Pendant longtemps, j'ai vu les obstacles comme des interruptions. Quand ce problème sera résolu, alors je pourrai. Mais les problèmes ne finissent jamais. Un est résolu, un autre apparaît. Si tu attends que la vie soit sans obstacle pour commencer à vivre, tu attendras éternellement. Les stoïciens voyaient les difficultés comme un gymnase pour l'âme. Comment développes-tu le courage sans situations effrayantes? Comment cultives-tu la patience sans frustration? Comment pratiques-tu la sagesse sans problèmes complexes? Les obstacles ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités d'entraînement. J'ai commencé à accueillir les difficultés différemment. Non pas avec joie naïve, mais avec reconnaissance pour ce qu'elles m'enseignent. Cette personne difficile au travail, une opportunité de pratiquer la patience. Cette situation financière stressante, une chance de développer la créativité et la résilience. Cette relation compliquée, un miroir de mes propres patterns à guérir. Cette perspective transforme complètement l'expérience de la difficulté. Au lieu de résister et de te plaindre, tu t'engages et tu apprends. La difficulté reste difficile, mais elle n'est plus vide de sens. Elle devient matériau brut pour ta croissance. Ton caractère ne se révèle pas dans les moments faciles. N'importe qui peut être patient quand tout va bien, généreux quand il a abondance, courageux quand il n'y a pas de danger. C'est dans la difficulté que tu vois qui tu es vraiment. Et plus important, c'est dans la difficulté que tu deviens qui tu veux être. 15e leçon que j'ai ignorée. Pratique la gratitude pour ce qui est. Les stoïciens ne prenaient rien pour acquis.
Chaque chose dans leur vie, ils la voyaient comme empruntée, temporaire, susceptible d'être reprise à tout moment. Cette perspective cultivait une gratitude profonde. Pendant des années, je me concentrais sur ce qui manquait. Ce job que je n'avais pas. Cette relation qui s'était terminée. Cet argent qui ne suffisait pas. Je vivais dans un état constant de manque, même quand j'avais objectivement beaucoup. La gratitude stoïcienne n'est pas du positivisme toxique. Ce n'est pas ignorer les vraies difficultés. C'est reconnaître que même dans la difficulté, il y a des choses pour lesquelles être reconnaissant. Tu as de la nourriture aujourd'hui, des milliards n'en ont pas. Tu as un toit, un privilège historique. Tu as la santé, temporaire et précieuse. J'ai commencé une pratique simple. Chaque matin, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Au début, c'était mécanique. Je suis reconnaissant pour le café, mon lit, le soleil. Mais progressivement, cette pratique a changé mon regard. J'ai commencé à remarquer des détails que je tenais pour acquis. L'eau chaude qui coule quand j'ouvre le robinet. La technologie qui me connecte instantanément à l'information. Les gens qui font des jobs difficiles pour que ma vie soit plus facile. Cette prise de conscience a transformé ma baseline émotionnelle de manque à abondance. Les stoïciens pratiquaient aussi la gratitude négative. Ils remerciaient pour ce qui ne s'était pas produit. Je suis reconnaissant de ne pas être malade aujourd'hui. Reconnaissant qu'aucun de mes proches n'est mort. Reconnaissant de ne pas avoir perdu mon emploi. Cette pratique recalibre ton sens de la normalité. Ton cerveau est câblé pour la survie, pas pour le bonheur. Il scannait constamment les menaces, les problèmes, les dangers. C'est utile pour rester en vie, mais épuisant pour l'âme. La gratitude consciente contrebalance ce biais négatif. Elle force ton cerveau à reconnaître ce qui va bien, pas seulement ce qui va mal. 16e leçon ignorée. Accepte que la justice n'est pas garantie. Les stoïciens reconnaissaient que l'univers n'est pas juste. Des gens bons souffrent. Des gens mauvais prospèrent. Il n'y a pas de karma cosmique qui règle les comptes. C'est une réalité difficile, mais libératrice. Pendant longtemps, j'étais obsédé par la justice. Je voulais que les gens qui m'avaient blessé souffrent. Je voulais que mes efforts soient équitablement récompensés. Je voulais que le monde reconnaisse qui avait raison et qui avait tort. Cette obsession me maintenait dans l'amertume et la frustration. Les stoïciens te disent « lâche cette attente ». L'univers ne te doit rien. Il n'est ni pour toi ni contre toi. Il est indifférent. Cette personne qui t'a maltraité peut vivre une vie heureuse sans conséquence. Cette injustice que tu as subie peut ne jamais être reconnue. C'est dur, mais c'est la vérité. Accepter ça, bizarrement, libère une énergie énorme. Parce que tant que tu attends la justice cosmique, tu es coincé. Tu ne peux pas avancer. Tu ressasses, tu rumines, tu attends une validation qui ne viendra peut-être jamais. Mais quand tu acceptes que l'univers est indifférent, tu peux choisir comment réagir indépendamment de ce que les autres reçoivent ou ne reçoivent pas. J'ai arrêté de surveiller si mes ennemis souffraient. J'ai arrêté de comparer mes récompenses aux leurs. J'ai commencé à me concentrer uniquement sur ma propre voie, mes propres actions, ma propre croissance. Pas par résignation, mais par focus stratégique. Mon énergie allait vers ce que je pouvais contrôler, pas vers ce sentiment d'injustice sur ce que je ne contrôlais pas. La vraie justice, selon les stoïciens, vient de vivre vertueusement toi-même. Pas de voir les autres punis. Ton intégrité ne dépend pas de savoir si quelqu'un d'autre manque d'intégrité. Ta paix ne dépend pas de savoir si ton agresseur souffre. Ces choses sont complètement séparées. 17e leçon que j'ai ignorée. Comprends que tes émotions suivent tes jugements. Les stoïciens avaient une théorie radicale. Tes émotions ne sont pas des réactions directes aux événements. Elles sont des réactions à tes jugements sur les événements. Change le jugement, change l'émotion. Quelqu'un te coupe la route. Ton jugement immédiat, quel connard irrespectueux. Emotion resultant, cholera. Mais que se passe-t-il si tu changes le jugement? Peut-être qu'il se précipite à l'hôpital. Peut-être qu'il ne m'a pas vu. Peut-être qu'il est juste un conducteur incompétent, pas malveillant. Avec ces jugements alternatifs, la colère diminue. Pendant des années, je pensais que mes émotions étaient des forces de la nature incontrôlables. Elles m'arrivaient et je devais les subir. Les stoïciens m'ont montré que j'avais plus de pouvoir que je ne le pensais. Pas un contrôle total, mais une influence significative. Tu ne choisis pas ton impression initiale. Ton cerveau génère automatiquement une première réaction. Mais tu choisis si tu donnes ton consentement à cette impression. Tu peux examiner le jugement sous-jacent et le questionner. Est-ce vraiment vrai? Est-ce la seule interprétation possible? Est-ce utile?
J'ai commencé à intercepter mes jugements automatiques. Quand je sentais une émotion forte monter, je posais. Je me demandais, quel jugement vient de se produire dans ma tête? Souvent, c'était un jugement extrême, binaire, catastrophique. En l'identifiant, je pouvais le modérer. Cette pratique ne supprime pas les émotions. Elle les humanise, les rend gérables. Tu passes de « je suis submergé par la rage », je remarque que j'ai jugé cette situation comme catastrophique, ce qui génère de la colère. Ce jugement est-il précis? Cette distance entre toi et ton jugement crée un espace pour la sagesse. 18e leçon ignorée. Traite ton corps comme un partenaire, pas comme un ennemi ou un outil. Les stoïciens avaient une relation équilibrée avec le corps. Ce n'était ni l'ennemi à punir, ni le maître à satisfaire. C'était un compagnon dans cette vie, à respecter et à maintenir. Pendant des années, j'ai maltraité mon corps. Je l'ai nourri de substances toxiques. Je l'ai privé de sommeil. Je l'ai poussé au-delà de ses limites sans écouter ses signaux. Puis j'étais surpris quand il se rebellait avec la maladie, la douleur, l'épuisement. Les stoïciens comprenaient que tu as besoin de ton corps pour vivre ta philosophie. Un corps négligé rend la pratique de la vertu plus difficile. Quand tu es épuisé, malade, intoxiqué, ta capacité à utiliser ta raison diminue. Ton corps n'est pas tout, mais il est important. J'ai commencé à traiter mon corps avec respect. Samuel Sufficient. Nourriture qui nourrit réellement. Mouvement régulier. Pas par vanité ou par obsession, mais par respect pragmatique. Mon corps me porte à travers cette vie. Il mérite de la considération. En même temps, les stoïciens me rappellent de ne pas être esclave du corps. Ton confort physique n'est pas l'objectif ultime. Tu peux tolérer l'inconfort quand c'est nécessaire. Tu peux supporter la douleur sans t'effondrer. Ton corps a des limites, mais elles sont probablement plus larges que tu ne le penses. Cette balance est délicate. Ni ascétisme extrême, ni hédonisme. Ni punition du corps, ni adoration du corps. Juste un partenariat respectueux où tu prends soin de ton véhicule physique tout en sachant qu'il n'est pas ton identité essentielle. 19e leçon que j'ai ignorée. Accepte ton ignorance. Socrate, l'ancêtre philosophique des stoïciens, disait qu'il ne savait qu'une chose, qu'il ne savait rien. Cette humilité intellectuelle est au cœur du stoïcisme. Tu ne sais pas autant que tu penses savoir. Pendant longtemps, j'avais besoin d'avoir raison. Dans les débats, je défendais mes positions même quand la preuve les contredisait. Je préférais préserver mon ego plutôt qu'apprendre. Cette rigidité me maintenait ignorant et fermé. Les stoïciens embrassent l'incertitude. Ils reconnaissent les limites de la connaissance humaine. Tu ne sais pas vraiment pourquoi les choses arrivent. Tu ne connais pas les motifs profonds des autres. Tu ne comprends pas complètement même tes propres motivations. Cette ignorance n'est pas une faiblesse, c'est une réalité. Accepter ton ignorance te libère de plusieurs manières. Tu deviens plus ouvert aux nouvelles informations. Tu peux changer d'avis sans que ça menace ton identité. Tu poses plus de questions et fais moins d'affirmations. Tu écoutes vraiment au lieu d'attendre ton tour de parler. J'ai commencé à remplacer « je sais que » par « il me semble que » ou « ma compréhension actuelle est ». Ces formulations reconnaissent que je pourrais avoir tort. Elles créent un espace pour l'apprentissage. Et bizarrement, elles rendent mes opinions plus crédibles, pas moins. Parce que je ne suis plus attaché défensivement à avoir raison. Cette personne qui te contredit, peut-être qu'elle voit quelque chose que tu ne vois pas. Cette idée qui te semble absurde, peut-être que tu ne comprends pas le contexte. Cette certitude que tu as, peut-être qu'elle est basée sur des informations incomplètes. L'humilité intellectuelle n'est pas du relativisme mou. Tu peux avoir des convictions fortes, mais tu les tiens légèrement, prêt à les ajuster face à de meilleures informations. C'est la différence entre être un chercheur de vérité et être un défenseur d'ego. 20e leçon ignorée. Comprends que tu n'es pas tes pensées. Les stoïciens faisaient une distinction cruciale entre toi et tes pensées. Tes pensées sont des événements dans ta conscience, pas ton identité. Tu es celui qui observe les pensées, pas les pensées elles-mêmes. Pendant des années, je me suis identifié totalement à mes pensées. Une pensée anxieuse apparaissait, et je devenais anxieux. Une pensée de colère, et j'étais en colère. Je ne voyais pas l'espace entre moi et mes pensées. Je pensais que mes pensées étaient moi. Les stoïciens t'enseignent à prendre du recul. Une pensée est juste une pensée. Elle peut être vraie ou fausse, utile ou inutile, sage ou stupide. Mais ce n'est pas toi. Tu es la conscience dans laquelle les pensées apparaissent. Cette distinction change absolument tout. Quand une pensée négative surgit, au lieu de fusionner avec elle, tu peux l'observer. Tiens,
Voilà une pensée qui dit que je suis un échec. Cette simple observation crée une distance. La pensée perd son pouvoir immédiat. Elle devient juste un événement mental, pas une vérité absolue. J'ai pratiqué cette observation mentale progressivement. Au début, c'était difficile. Je fusionnais immédiatement avec chaque pensée. Mais avec le temps, des moments de clarté ont commencé à apparaître. Des moments où je pouvais voir mes pensées comme des nuages passant dans le ciel de ma conscience. Cette capacité est libératrice, parce que tu n'as plus besoin de contrôler ou d'éliminer chaque pensée négative. Tu peux juste les laisser passer. Elles viennent, tu les notes, elles partent. Pendant ce temps, tu continues à vivre selon tes valeurs, pas selon le chaos de tes pensées. Ton cerveau génère des milliers de pensées par jour. La plupart sont du bruit aléatoire. Prendre toutes ces pensées au sérieux est épuisant et inutile. Les stoïciens t'apprennent à être sélectif. Quelle pensée mérite ton attention? Laquelle mérite d'être ignorée? 21e leçon que j'ai ignorée. Pratique la bienveillance universelle. Marc Aurèle écrivait qu'il se levait chaque matin pour faire le travail d'un être humain et que ce travail incluait la coopération avec les autres. Même quand les autres sont difficiles, ton job est de rester bienveillant. Pendant longtemps, j'ai gardé des rancunes. Je maintenais des listes mentales de qui m'avaient fait du mal. Je fantasmais sur la vengeance. Cette amertume me rongeait de l'intérieur. Je pensais que je punissais les autres, mais je me punissais moi-même. Les stoïciens enseignent que garder la colère, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. La personne qui t'a blessé a peut-être oublié l'incident. Elle vit sa vie. Pendant ce temps, toi tu rumines, tu souffres, tu restes coincé. Qui est vraiment puni? La bienveillance stoïcienne n'est pas de la naïveté. Tu peux être bienveillant tout en ayant des limites. Tu peux souhaiter du bien à quelqu'un tout en choisissant de ne plus l'avoir dans ta vie. La bienveillance est une attitude intérieure, pas nécessairement un comportement externe. J'ai commencé à pratiquer une méditation stoïcienne, que toutes les personnes soient heureuses, que toutes les personnes soient en sécurité, que toutes les personnes soient en paix, y compris les personnes qui m'avaient blessé. Au début, ces mots étaient vides, mais progressivement, quelque chose a commencé à changer. Mon ressentiment s'est adouci, pas parce que j'excusais les comportements toxiques, mais parce que je comprenais que ces personnes souffraient aussi. Les gens heureux et en paix ne blessent pas les autres. Quelqu'un qui te maltraite est quelqu'un qui souffre. Ça ne justifie pas le comportement, mais ça explique. Cette compréhension m'a libéré. Je n'avais plus besoin qu'ils souffrent pour que je me sente mieux. Je pouvais souhaiter qu'ils guérissent, qu'ils grandissent, qu'ils deviennent meilleurs. Parce que leur guérison bénéficie à tout le monde, y compris à moi indirectement. 22e leçon ignorée. Accepte que le changement est la seule constante. Héraclite, qui a influencé les stoïciens, disait qu'on ne peut pas entrer deux fois dans la même rivière. Tout coule. Tout change. Constament. S'accrocher au permanent est la recette de la souffrance. Pendant des années, j'ai résisté au changement. Je voulais que les bonnes choses restent éternellement. Je voulais que les relations restent comme au début. Je voulais que mes capacités physiques ne déclinent pas. Je voulais arrêter le temps. Évidemment, c'était impossible. Les stoïciens embrassent l'impermanence. Cette relation magnifique, elle changera ou se terminera. Ta santé actuelle, elle déclinera. Ta situation confortable, elle évoluera. Accepter cette vérité ne rend pas la vie triste. Au contraire, elle rend chaque moment plus précieux. Quand tu sais que rien ne dure, tu apprécies ce qui est ici maintenant. Tu ne tiens plus rien pour acquis. Cette conversation avec un ami, tu la savoures pleinement parce que tu sais qu'elle ne se reproduira jamais exactement. Ce moment de santé, tu le célèbres parce que tu sais qu'il est temporaire. J'ai arrêté de dire « les choses ne sont plus comme avant » avec nostalgie. Évidemment qu'elles ne sont plus comme avant. Le temps passe. Les gens évoluent. Les circonstances changent. C'est la nature de la réalité. Vouloir que les choses restent figées, c'est vouloir que la vie s'arrête. Cette acceptation de l'impermanence m'a rendu plus adaptable. Quand ma situation change, je ne m'effondre plus. Je m'ajuste. Je trouve de nouvelles façons. Je lâche l'ancien pour embrasser le nouveau. Pas toujours facilement, mais avec moins de résistance dramatique. Ton attachement aux choses est la source de ta souffrance. Pas les choses elles-mêmes, mais ton besoin qu'elles restent identiques. Les stoïciens ne disent pas de ne rien aimer. Ils disent d'aimer pleinement tout en sachant que tout passe. C'est la sagesse du non-attachement. 23e leçon que j'ai ignorée. Ton attention est ton bien le plus précieux. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone, mais ils comprenaient déjà que ton attention détermine ta vie.
Ce à quoi tu prêtes attention grandit dans ton expérience. Pendant des années, j'ai laissé mon attention être volée. Publicité, drama social, nouvelles alarmistes, comparaisons sur les réseaux sociaux. Mon attention était fragmentée en 1000 morceaux. Résultat, je ne pouvais me concentrer sur rien profondément. Ma vie ressemblait à un zapping constant. Les stoïciens pratiquaient une garde stricte de leur attention. Épictète demandait à ses étudiants d'examiner chaque impression qui entrait dans leur esprit. Est-ce que cette pensée mérite mon attention? Est-ce que cette préoccupation est sous mon contrôle? Est-ce que cette information améliore ma vie? J'ai commencé à être beaucoup plus sélectif avec mon attention. J'ai supprimé la plupart des sources de distraction. Notifications desactivées. Réseaux sociaux limités. Nouvelles consultées une fois par jour maximum. Au début, c'était inconfortable. Mon cerveau réclamait sa dose de stimulation constante. Mais progressivement, quelque chose de merveilleux est arrivé. Mon attention s'est renforcée. Je pouvais lire pendant des heures. Je pouvais avoir des conversations profondes sans l'envie de vérifier mon téléphone. Je pouvais penser des pensées complexes sans être interrompu. Ta capacité d'attention est comme un muscle. Plus tu la fragmentes, plus elle s'affaiblit. Plus tu la concentres, plus elle se renforce. Les stoïciens avaient des attentions entraînées. Ils pouvaient contempler des idées complexes pendant des heures. Toi, tu es peut-être incapable de rester focalisé sur une pensée pendant 3 minutes. Ce n'est pas de ta faute. L'environnement moderne est conçu pour fragmenter ton attention. Chaque plateforme, chaque application, chaque service se bat pour voler un morceau de ton esprit. Mais c'est ta responsabilité de protéger ton attention. Parce que sans attention concentrée, tu ne peux rien accomplir de significatif. 24e leçon que j'ai ignorée. Fais ton devoir indépendamment des résultats. Les stoïciens avaient un concept puissant. Fais ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Pas pour la récompense, pas pour la reconnaissance, pas pour le résultat. Fais-le parce que c'est conforme à ta nature vertueuse. Pendant longtemps, tout ce que je faisais était transactionnel. J'étais gentil pour être aimé. Je travaillais dur pour être récompensé. J'aidais les autres pour qu'ils m'aident en retour. Cette mentalité créait une frustration constante. Parce que les retours n'étaient jamais garantis. Les stoïciens te libèrent de cette transaction épuisante. Agis vertueusement pour ton propre bénéfice. Pas pour changer les autres ou le monde, mais parce que agir vertueusement est intrinsèquement satisfaisant. Quand tu es honnête, tu es en paix. Quand tu es courageux, tu te respectes. Quand tu es juste, tu dors bien. J'ai commencé à faire des choses bonnes sans attendre de retour. Aider quelqu'un qui ne pourrait jamais m'aider en retour. Faire du bon travail même si personne ne le remarquerait. Être honnête même quand mentir serait plus facile. Au début, mon ego réclamait sa récompense. Mais progressivement, l'acte lui-même est devenu sa propre récompense. Cette approche transforme tout. Tu n'es plus à la merci des réactions des autres. Tu fais ce qui est juste, puis tu lâches. S'ils apprécient, génial. S'ils ne remarquent pas, ça va aussi. Ton intégrité ne dépend pas de leur validation. Ton bonheur actuel dépend probablement trop de la reconnaissance externe. Tu attends que les gens remarquent tes efforts. Tu veux que ton bon comportement soit récompensé. Quand ça n'arrive pas, tu es déçu, amer. Les stoïciens te montrent une autre voie. Trouve ta satisfaction dans l'acte vertueux lui-même. 25e leçon ignorée. Accepte la responsabilité totale de ta vie. Les stoïciens sont radicaux sur ce point. Tu es responsable de ta vie. Pas tes parents, pas la société, pas ton passé. Toi. Maintenant. Cette responsabilité est effrayante, mais c'est aussi ton pouvoir. Pendant des années, j'ai blâmé. Mes parents pour mes névroses. Mon ex pour mes blessures. La société pour mes limitations. Mon passé pour mes problèmes actuels. Ce blâme me donnait des excuses, mais il me volait aussi mon pouvoir. Si ce n'est pas ma faute, je ne peux rien changer. Les stoïciens reconnaissent que des choses terribles ont pu t'arriver. Tu as peut-être eu une enfance difficile. Tu as peut-être subi des traumatismes. Tu as peut-être hérité de problèmes que tu n'as pas créés. Tout ça est vrai. Mais maintenant, c'est ta responsabilité de guérir, de grandir, de créer une vie meilleure. Cette vérité est difficile à accepter, parce qu'elle signifie que tu ne peux plus te cacher derrière tes excuses. Tu ne peux plus dire « je suis comme ça à cause de ». Tu dois dire « je suis comme ça, et maintenant je choisis ce que je fais avec ça ». J'ai arrêté de raconter mon histoire de victime. Pas parce que mes souffrances n'étaient pas réelles, mais parce que cette histoire me maintenait coincé. Chaque fois que je la racontais, je renforçais mon impuissance. Les stoïciens m'ont appris à raconter une histoire différente.
Des choses difficiles sont arrivées et j'ai choisi de les transformer en force. Ce changement de narration a tout changé. Je suis passé de victime à agent. De quelqu'un à qui les choses arrivent à quelqu'un qui fait que les choses arrivent. Mon passé est devenu matériau pour ma construction, pas une excuse pour ma stagnation. Accepter la responsabilité totale est paradoxalement libérateur. Parce que si tout est de ta responsabilité, alors tout est sous ton influence. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer ta relation au passé. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux contrôler ta réponse aux autres. 26e leçon que j'ai ignorée. Pratique la sympathie, pas seulement l'empathie. L'empathie, c'est ressentir ce que l'autre ressent. La sympathie, pour les stoïciens, c'est reconnaître que nous partageons tous la même nature humaine fondamentale. C'est une connexion plus profonde. Pendant longtemps, je pensais que l'empathie était suffisante. Mais l'empathie peut être épuisante. Absorber les émotions de tout le monde te vide. La sympathie stoïcienne est différente. C'est reconnaître « tu es humain, je suis humain, nous luttons tous ». Cette reconnaissance crée de la compassion sans épuisement. Tu peux voir la souffrance de quelqu'un sans être submergé par elle. Tu peux offrir du soutien sans perdre tes limites. Tu reconnais la commune humanité sans fusionner émotionnellement. Les stoïciens voyaient tous les humains comme membres d'une même famille cosmique. Peu importe la distance, la différence culturelle, le conflit apparent, nous partageons la même capacité de raison, la même vulnérabilité, les mêmes besoins fondamentaux. J'ai commencé à regarder chaque personne à travers ce prisme. Cette personne désagréable, elle lutte avec ses démons. Ce millionnaire arrogant, il souffre peut-être d'une pauvreté intérieure. Ce criminel, il a pris de mauvaises décisions face à des circonstances difficiles. Je ne justifie pas les comportements, mais je reconnais l'humanité commune. Cette pratique a adouci mon jugement. Je suis devenu moins rapide à catégoriser les gens comme bons ou mauvais. J'ai commencé à voir la complexité, la lutte, l'humanité en chacun. Et bizarrement, cette vision m'a aussi rendu plus doux envers moi-même. Parce que si tout le monde lutte, moi aussi je peux lutter sans honte. Si tout le monde fait des erreurs, mes erreurs sont normales. Si tout le monde porte des fardeaux, mon fardeau n'est pas unique. Cette reconnaissance de la commune humanité est à la fois humiliante et réconfortante. 27e leçon ignorée. Comprends que la douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Les bouddhistes disent quelque chose de similaire, mais les stoïciens l'ont formulé en premier. La douleur, c'est ce que la vie te fait. La souffrance, c'est ce que tu te fais à toi-même en réponse à la douleur. Quelqu'un meurt. La douleur du deuil est naturelle, inévitable, même nécessaire. Mais si tu ajoutes « ce n'est pas juste », ça ne devrait pas arriver. Pourquoi moi? Tu transformes la douleur en souffrance. Tu ajoutes des couches de résistance mentale à la douleur émotionnelle naturelle. Pendant des années, je confondais les deux. Je pensais que ma souffrance était juste le résultat de ma douleur. Mais les stoïciens m'ont montré que la plupart de ma souffrance venait de mes jugements sur ma douleur, pas de la douleur elle-même. Ton genou te fait mal. C'est de la douleur. Maintenant tu ajoutes « c'est horrible, je ne peux pas le supporter, ma vie est ruinée ». C'est de la souffrance. La douleur du genou reste la même, mais tu as amplifié l'expérience avec ton discours mental. J'ai appris à ressentir la douleur sans ajouter de souffrance. Quand quelque chose fait mal, physiquement ou émotionnellement, je le ressens pleinement. Mais je n'ajoute pas de résistance. Je ne me dis pas que ça ne devrait pas être là. Je le laisse être là, je le traverse, et progressivement, il passe. Cette approche ne rend pas la vie indolore, mais elle la rend beaucoup moins souffrante. La douleur vient et part. La souffrance que tu ajoutes peut durer des années. Ton jugement, cet événement a ruiné ma vie, peut créer plus de dommages que l'événement lui-même. Les stoïciens ne sont pas des masochistes. Ils évitent la douleur inutile. Mais quand la douleur est inévitable, ils la traversent avec le moins de résistance possible. Comme un roseau qui plie dans le vent au lieu de se briser, tu peux fléchir avec la douleur sans te briser. 28e leçon que j'ai ignorée. Pratique le pardon, surtout envers toi-même. Les stoïciens comprenaient que tout le monde fait des erreurs. Nous sommes tous imparfaits. Nous luttons tous. Tenir des rancunes, que ce soit contre les autres ou contre toi-même, est du poison. Pendant longtemps, je me suis accroché à mes erreurs passées. Je me punissais mentalement encore et encore pour des choses que j'avais faites il y a des années. Cette autoflagellation ne changeait rien au passé. Elle gâchait juste mon présent. Les stoïciens pratiquaient le pardon rationnel. Pas un pardon émotionnel forcé, mais une reconnaissance logique. Cette personne a fait une erreur avec les connaissances et la capacité qu'elle avait à ce moment. Toi aussi, tu as fait des erreurs. C'est humain. Apprends et avance.
J'ai commencé à me pardonner systématiquement. Non pas en excusant mes erreurs, mais en les reconnaissant, en apprenant d'elles, puis en les lâchant. Cette pratique a libéré une énergie énorme que je gaspillais dans la culpabilité et la honte. De même, j'ai commencé à pardonner aux autres. Pas pour eux, mais pour moi. Parce que porter la rancune était comme porter un sac de pierre sur mon dos. Chaque ressentiment ajoutait du poids. Le pardon était le moyen de poser ce sac. Le pardon stoïcien ne signifie pas oublier ou permettre des comportements toxiques. Tu peux pardonner quelqu'un tout en maintenant des limites. Tu peux lâcher la rancune tout en choisissant de ne plus avoir de contact. Le pardon libère ton esprit, il ne régule pas nécessairement la relation. 29e leçon ignorée. Embrasse l'inconfort comme un outil de croissance. Les stoïciens cherchaient activement l'inconfort. Ils dormaient sur des sols durs, jeûnaient, s'exposaient au froid. Pas par masochisme, mais parce qu'ils comprenaient que l'inconfort élargit ta capacité. Pendant des années, j'ai évité tout inconfort. Je cherchais le confort maximum. Temperature parfaite, nourriture delicious, divertissement constant. Cette recherche de confort m'a rendu faible. À la moindre difficulté, je m'effondrais. Les stoïciens savaient que ta zone de confort détermine ta zone de vie. Si tu es seulement confortable dans une fenêtre étroite de conditions, ta vie sera très limitée. Mais si tu peux être bien dans une large gamme de conditions, tu deviens libre. J'ai commencé à chercher l'inconfort volontairement. Douche froide chaque matin. Junes regulars. Conversations difficiles que j'évitais. Projets qui me faisaient peur. Au début, chaque expérience était difficile. Mais progressivement, ma tolérance s'est élargie. Maintenant, ce qui me semblait insupportable est gérable. Cette expansion de ma capacité a transformé ma vie. Je prends des risques que j'évitais. Je dis des vérités que je cachais. Je poursuis des objectifs qui me semblaient trop difficiles. Parce que j'ai appris que je peux gérer l'inconfort. Ton évitement de l'inconfort te maintient petit. Chaque fois que tu choisis le confort plutôt que la croissance, tu rétrécis ta vie. Les stoïciens te montrent une autre voie. Embrasse l'inconfort consciemment et deviens plus grand que tes peurs. 30e leçon que j'ai ignorée. Comprends que tu meurs un peu chaque jour. Marc Aurèle méditait sur le fait que chaque jour, une partie de ta vie disparaît. Tu n'ajoutes jamais de temps, tu en perds seulement. Cette conscience de la mortalité quotidienne devrait t'informer comment tu vis chaque jour. Pendant des années, j'ai vécu comme si le temps était infini. Je remettais à demain ce qui comptait vraiment. Je gaspillais des heures dans des activités sans signification. Je négligeais les relations importantes. Tout ça parce que je pensais avoir tout le temps du monde. Les stoïciens te rappellent brutalement, tu n'as pas tout le temps. Chaque jour qui passe est un jour que tu ne récupéreras jamais. Tu es plus proche de ta mort d'aujourd'hui qu'hier. Cette vérité n'est pas déprimante, elle est libératrice. Quand tu comprends vraiment que ton temps est limité, tes priorités deviennent claires. Les petits drames perdent leur importance. Les grandes questions viennent au premier plan. Tu arrêtes de perdre du temps avec des gens qui te vident. Tu commences à investir dans ce qui compte vraiment. J'ai commencé à me demander chaque matin, si je mourais à la fin de cette journée, comment voudrais-je l'avoir vécu? Cette question filtre tout. Soudain, cette dispute stupide semble ridicule. Cette tâche insignifiante perd son urgence artificielle. Ce moment avec un être cher devient sacré. Tu as peut-être 80 ans à vivre. Peut-être 50. Peut-être 5. Peut-être jusqu'à ce soir. Tu ne sais pas. Cette incertitude devrait inspirer l'urgence. Pas la panique, mais l'intention. Vis aujourd'hui comme si c'était important, parce que ça l'est. C'est le seul aujourd'hui que tu auras jamais. Les stoïciens ne vivaient pas dans la peur de la mort. Ils vivaient dans la conscience de la mort. Cette conscience les gardait éveillés, présents, intentionnels. Ta mort est garantie. La question est, comment vivras-tu pendant que tu es encore ici? Voilà où j'en suis maintenant. Des années après avoir découvert le stoïcisme, après avoir ignoré ses leçons, puis finalement les avoir embrassées. Je ne suis pas parfait. Je ne prétends pas avoir tout compris. Certains jours, je retombe dans mes vieux patterns. Certains jours, j'oublie tout ce que je sais. Mais quelque chose a fondamentalement changé. J'ai des outils maintenant. Quand l'anxiété monte, je sais comment la gérer. Quand la colère surgit, je peux observer au lieu de réagir. Quand la vie me frappe, je peux plier sans me briser. Ce n'est pas parfait, mais c'est tellement mieux qu'avant. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème. Il promet une vie où les problèmes ne te détruisent plus, où tu peux naviguer les tempêtes sans couler, où tu trouves la paix non pas dans l'absence de difficultés, mais dans ta capacité à gérer la difficulté.
Toutes ces leçons que j'ai ignorées, elles sont maintenant mes compagnons quotidiens. Pas des règles rigides, mais des guidances flexibles. Des outils que j'utilise quand j'en ai besoin. Des perspectives qui changent comment je vois les défis. Si tu as lu jusqu'ici, tu as du courage. Et tu as aussi probablement reconnu des parties de toi-même dans ces mots. Les erreurs que j'ai faites, tu les fais peut-être aussi. Les leçons que j'ai ignorées, tu les ignores peut-être aussi. Et c'est ok. C'est humain. C'est le chemin. La question maintenant est, que vas-tu faire avec ces informations? Tu peux fermer cette vidéo et continuer exactement comme avant. C'est ton droit. Ou tu peux prendre une seule leçon, juste une, et commencer à l'appliquer. Pas parfaitement, juste commencer. Peut-être que tu vas pratiquer la dichotomie du contrôle. Identifier ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, lâcher ce qui est hors de ton contrôle. Te concentrer sur ce qui est sous ton contrôle. Ce seul changement peut transformer ta vie. Ou peut-être que tu vas pratiquer le memento mori. Te rappeler chaque jour que tu vas mourir. Laisser cette conscience s'informer comment tu vis. Arrêter de gaspiller ton temps précieux. Dire les choses importantes pendant que tu peux encore les dire. Ou peut-être que tu vas juste observer tes pensées. Créer un espace entre toi et ton bavardage mental. Réaliser que tu n'es pas tes pensées. Cette seule prise de conscience peut briser le cycle de l'anxiété chronique. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire. C'est une philosophie à pratiquer. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour nous. Il les a écrites pour lui-même, comme des rappels quotidiens. Parce qu'il savait qu'il était facile d'oublier, de retomber, de perdre le chemin. Nous sommes tous sur ce même chemin difficile. Essayant d'être un peu meilleur, un peu plus sage, un peu plus courageux. Échouant souvent, recommençant toujours. C'est ça la vraie pratique stoïcienne. Pas la perfection, mais la persistance. Ton cerveau va résister. Il préfère ses patterns familiers, même s'ils te rendent malheureux. Il va te dire que c'est trop dur, que tu ne peux pas changer, que c'est plus facile de rester comme tu es. Écoute ce cerveau avec compassion, puis choisis quand même de faire différemment. Chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, tu changes. Chaque fois que tu observes tes pensées plutôt que de fusionner avec elles, tu grandis. Chaque fois que tu acceptes ce qui est plutôt que de résister, tu deviens plus libre. Ces micro-changements s'accumulent. Dans un an, tu pourrais être une personne différente. Pas parfaite, mais plus forte. Pas sans problème, mais plus équipée pour les gérer. Pas sans anxiété, mais plus capable de vivre pleinement malgré elle. C'est ça la promesse stoïcienne. Pas l'élimination de la difficulté, mais la transformation de ta relation à la difficulté. Et voici la chose la plus importante. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel pour pratiquer le stoïcisme. Tu n'as pas besoin d'être un philosophe, un sage ou quelqu'un de spécial. Tu as juste besoin d'être humain. Parce que le stoïcisme est conçu pour les humains ordinaires qui traversent des vies ordinaires pleines de difficultés ordinaires. Marc Aurèle était empereur, mais il luttait avec les mêmes questions que toi. Comment gérer les gens difficiles? Comment trouver du sens? Comment rester intègre face à la pression? Épictète était esclave, mais il a trouvé une liberté intérieure que la plupart des gens libres n'ont jamais. Parce que la liberté stoïcienne n'a rien à voir avec tes circonstances externes. Tu peux être libre dans une prison. Tu peux être esclave dans un palais. Tout dépend de ton esprit, de tes choix, de ta pratique. C'est à la fois effrayant et libérateur. Effrayant parce que tu ne peux plus blâmer les circonstances. Libérateur parce que ton bonheur ne dépend plus des circonstances. Alors respire. Tu es exactement où tu dois être. Toutes tes erreurs passées t'ont mené ici. Toutes les leçons que tu as ignorées sont maintenant disponibles. Tu peux commencer maintenant. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant. Choisis une pratique. Commence petit. Sois patient avec toi-même. Le stoïcisme n'est pas un sprint, c'est un marathon qui dure toute ta vie. Parfois tu courras vite. Parfois tu marcheras lentement. Parfois tu trébucheras. L'important est de continuer à avancer. Et souviens-toi, tu n'es pas seul sur ce chemin. Des millions de personnes avant toi ont lutté avec ces mêmes questions. Des millions autour de toi luttent maintenant. Et des millions après toi lutteront aussi. C'est la condition humaine. Nous cherchons tous comment vivre bien dans un monde difficile. Les stoïciens nous ont laissé une carte. Pas une garantie de destination, mais une guidance pour le voyage. Cette carte a survécu 2000 ans parce qu'elle fonctionne. Pas parfaitement, mais suffisamment. Suffisamment pour que des générations de chercheurs trouvent de la sagesse dans ces principes anciens. Maintenant, c'est à toi. Tu as les outils. Tu as la carte. Tu as la capacité. La seule question est,
Vas-tu les utiliser? Vas-tu continuer à ignorer ces leçons et rester misérable? Ou vas-tu enfin commencer à les appliquer et découvrir une nouvelle façon de vivre? Le choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. C'est ça le pouvoir et la responsabilité de ta liberté humaine. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive. Mais tu peux toujours contrôler comment tu y réponds. Et ce contrôle, cette liberté de réponse, c'est tout ce dont tu as besoin. Commence aujourd'hui. Commence maintenant. Commence petit. Mais commence. Parce que dans 10 ans, tu regretteras les jours que tu n'as pas commencé. Mais tu ne regretteras jamais d'avoir essayé de devenir meilleur, plus sage, plus libre. Prends soin de toi, mon ami. Sois doux avec toi-même pendant que tu apprends. Sois patient pendant que tu grandis. Sois courageux pendant que tu changes. Le chemin est long, mais chaque pas compte. Et tu as déjà commencé simplement en lisant jusqu'ici. Si cette vidéo t'a secoué, si elle a touché quelque chose de vrai en toi, alors abonne-toi à Esprit Stoïcien. Nous sommes une communauté de gens imparfaits qui essaient de vivre mieux. Nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses. Mais nous partageons les questions et nous marchons ensemble sur ce chemin difficile. Active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle leçon. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être un ami qui lutte. Peut-être un membre de ta famille qui souffre. Peut-être un étranger sur Internet qui cherche des réponses. Tes mots, partagés au bon moment, peuvent changer une vie. Nous sommes déjà des milliers sur ce chemin, rejoins-nous. Et ensemble, devenons un peu plus sages, un peu plus forts, un peu plus libres. Un jour à la fois. Une pratique à la fois. Une respiration à la fois.